Ketara pressa ses doigts fins contre la paroi métallique froide de la capsule de sauvetage. L'espace exigu lui donnait l'impression d'être dans un cercueil flottant dans l'immensité noire du cosmos. Sa respiration formait de petits nuages dans l'air glacial. Chaque inspiration lui faisait plus mal aux poumons que la précédente. Les voyants de secours de la capsule clignotaient en temps rouge toutes les quelques secondes. Chaque clignement d'œil lui rappelait qu'elle s'éteignait lentement. Le système de maintien en vie émettait de faibles bips. Il la lâchait, comme tout le reste dans sa vie. Elle ferma ses grands yeux violets et tenta de ne pas repenser à ce qui s'était passé 3 heures plus tôt. Mais les souvenirs revinrent malgré tout. Ils revenaient toujours. Le vaisseau de recherche Silent Discovery était sa maison depuis 2 ans. Elle y travaillait comme ingénieure en chef, entourée d'un équipage de 12 êtres d'espèces différentes. Il y avait le capitaine Zortak, un altaran bleu de grande taille qui parlait à voix basse et prudente. Il y avait aussi le docteur Meilin, du peuple de cristal, appelé les Chardai. Son corps semblait être du ver vivant qui chantait à chacun de ses mouvements. Il y avait les jumeaux Gek et Rek, de la race pélorienne à fourrure. Ils finissaient toujours les phrases l'un de l'autre et sentaient bon les fleurs. Kitara les considérait comme sa famille. Elle pensait qu'ils se souciaient d'elle. Elle se trompait. L'attaque survint sans prévenir. Des pirates de la flotte pourpre surgirent de l'hyperespace tels des frelons enragés. Leurs vaisseaux étaient noirs et hérissés de pointes. Ils convoitaient les données de recherche provenant des ruines antiques de Kepler 4,2b. Ces ruines étaient plus anciennes que toute civilisation connue. Ces données pouvaient valoir des millions de crédits. Le capitaine Zortak ordonna à tous de rejoindre les capsules de sauvetage. « Évacuation dans 60 secondes », annonça-t-il. Sa voix demeura calme malgré les secousses du vaisseau sous les tirs ennemis. Ketara courut d'abord à son poste d'ingénierie. Elle devait récupérer les cristaux de données de sauvegarde. Les informations concernant les ruines étaient trop importantes pour être perdues. Son peuple, les Velnari, était réputé pour son intelligence. Ils pouvaient résoudre des problèmes que les autres espèces ne pouvaient se pas, mais ils étaient nés aussi faibles et petits. Leurs os se brisaient facilement. Leur peau était fine comme du papier. Alors qu'elle s'emparait des cristaux de données, une explosion la projeta à l'autre bout de la pièce. Son bras gauche se brisa net. Une douleur fulgurante la traversa. Elle hurla, mais continua d'avancer. Les données étaient plus importantes que sa souffrance. Elle parvint à rejoindre la capsule de sauvetage Ndeg 710, juste au moment où les pirates commençaient à monter à bord du vaisseau. Gek et Rek étaient déjà là. L'aidèrent à s'installer dans le fauteuil médical de la capsule. Le système automatique se mit en marche pour soigner son bras cassé. « Où sont les autres ?» demanda-t-elle. « En sécurité », répondit Rek, mais son odeur de fleurs se transforma en une pointe d'amertume sous l'effet de la peur. « On décolle dans 30 secondes », ajouta Gek. Ses mains se posèrent sur le panneau de commande. C'est alors que la voix du capitaine Zortak retentit dans le système de communication. « Capsule 7, ici le capitaine. Nous avons un problème. » Ketara sentit une peur glaciale lui nouer l'estomac. « Quel genre de problème ?»« Votre capsule est trop lourde. Les pirates nous poursuivent. Nous devons nous déplacer plus vite pour nous échapper. Vos systèmes médicaux et le stockage de données supplémentaires nous ralentissent. » Elle regarda les jumeaux. Ils évitaient monter son regard. « Que dites-vous » murmura-t-elle. « Nous devons larguer votre capsule » dit le capitaine. Sa voix calme rendait ses paroles banales, comme s'il commandait un thé au lieu de la tuer. « Vous dériverez dans l'espace. Peut-être que quelqu'un vous trouvera, peut-être pas. Mais nous autres, nous survivrons. »« Non, dit-elle. Non, tu ne peux pas faire ça. Nous sommes une famille. Nous sommes un équipage. » La voix cristalline de Dr Meilin se joignit à la conversation. « Le calcul est simple, Ketara. Une vie contre 11. Votre espèce comprend la logique. Vous savez que c'est le bon choix. »« J'ai les cristaux de données, » dit Ketara rapidement. « Les données des ruines. Ça vaut des millions. Vous avez besoin de moi. »« On en a fait des copies, » dit Gek d'une voix calme, avant l'attaque. La capsule trembla tandis que les systèmes automatiques se préparaient à la larguer.
des voyants rouges illuminant le petit espace. « Je vous en prie, » supplia Kétéra, « ne me laissez pas ici, je vais mourir. » Probablement, approuva le capitaine Zortak, mais probablement vaut mieux que certainement. Si nous restons ensemble, les pirates nous attraperont tous, et nous mourrons tous, c'est certain. Les pinces qui retenaient sa capsule au vaisseau s'ouvrirent avec fracas. Kétéra ressentit l'horrible sensation de chute, tandis que sa capsule se séparait du vaisseau silencieux. Par le petit hublot, elle vit son foyer, où elle avait passé 2 ans, se rétrécir inexorablement. Les moteurs du vaisseau brillèrent d'un bleu éclatant lorsqu'il passa en hyperespace. Les pirates se lancèrent à sa poursuite. Ils ne remarquèrent même pas sa petite capsule flottant seule dans l'obscurité. Elle, elle était abandonnée. Pendant la première heure, elle pleura. Ses larmes flottaient dans la faible gravité comme de minuscules perles. Elle ne s'était jamais sentie aussi seule. L'univers était immense, froid et vide. Elle n'était qu'un minuscule point de vie dans un océan de néant. Les Velnari apprenaient dès leur plus jeune âge que l'univers était indifférent aux individus. Survivre, c'était faire des choix judicieux. Parfois, ces choix étaient cruels. Les autres espèces respectaient son peuple car il était capable de prendre ses décisions difficiles sans que ses émotions ne l'influencent. Assise dans la capsule agonisante, Kétéra se demandait si la logique était vraiment synonyme d'intelligence. Ses coéquipiers avaient fait le choix logique. Ils avaient sauvé 11 vies en sacrifiant une. Le calcul était simple. N'importe quel Velnari l'aurait compris. Alors pourquoi avait-elle un tel sentiment d'injustice? Au bout de 2 heures, elle cessa de pleurer. Elle se remit au travail. Les systèmes de la capsule étaient défaillants, mais elle restait ingénieure. Elle redirigea l'énergie de la gravité artificielle vers le système de survie. Elle éteignit toutes les lumières, sauf celles de secours. Elle baissa la température pour économiser l'énergie. Ces modifications pourraient lui offrir 6 heures d'air supplémentaire, peut-être 8 si elle contrôlait sa respiration. Ce ne serait pas suffisant. Son peuple avait un dicton. L'univers est mathématique, et les mathématiques sont froides. Autrement dit, les émotions étaient impuissantes face aux faits incontestables de la physique, de la chimie et de la biologie. On ne pouvait pas discuter avec les mathématiques. On ne pouvait ni les charmer, ni les tromper, ni les supplier de changer. La logique de sa situation était simple. Elle disposait de 8 heures d'air dans une zone spatiale désertée. Sa balise de détresse fonctionnait, mais sa portée était limitée à quelques heures-lumière. Le système habité le plus proche se trouvait à 6 années-lumière. Elle allait mourir. Mais alors que la 3e heure s'écoulait, Kétéra prit une décision. Elle ne mourrait pas comme une Velnari ordinaire. Elle n'accepterait pas son destin en silence. Elle se battrait jusqu'à son dernier souffle. Elle commença à enregistrer un message. Si quelqu'un retrouvait sa capsule des années plus tard, il saurait ce qui s'était passé. Il saurait que son équipage l'avait abandonné. Il saurait que l'espèce la plus logique de la galaxie avait choisi la cruauté plutôt que la bonté. « Je m'appelle Kétéra, de la Guilde des ingénieurs », dit-elle à l'enregistreur. « Je meurs parce que mes amis ont décidé que je ne méritais pas d'être sauvé. L'univers est une affaire de mathématiques, mais peut-être que ces mathématiques sont erronées. Peut-être que se soucier les uns des autres est plus important que la survie. » Sa voix s'affaiblissait au fil des heures. Le froid l'engourdissait. Son bras cassé la faisait souffrir au rythme de son cœur. Mais elle continuait de parler. Elle parlait des ruines qu'ils avaient étudiées. Elle parlait de son enfance sur Valnara Prime. Elle parlait de son rêve de trouver d'autres espèces qui croyaient que la bonté était plus forte que la logique. Au bout de 4 heures, ses paroles n'étaient plus que des murmures. L'air était raréfié et âcre. Sa respiration était courte et haletante. Elle s'endormait lorsque le miracle se produisit. Le miracle, c'était que Kétéra se soit réveillée. Elle ouvrit les yeux sur l'obscurité. Les lumières de secours avaient cessé de fonctionner pendant son sommeil. Un instant, elle crut être morte. Puis la douleur à son bras cassé lui rappela que les morts ne souffrent pas. Elle était encore en vie, de justesse.
Les systèmes de la capsule bourdonnaient faiblement autour d'elle. D'après le faible écran, elle dérivait depuis 3 jours. 3 jours d'agonie lente, dans le froid et l'obscurité. Sa gorge était comme du papier de verre. La dernière poche d'eau s'était épuisée la veille. Le purificateur d'air émettait d'étranges cliquetis. Il tentait d'éliminer le dioxyde de carbone de l'air, mais en vain. Bientôt, elle respirerait du poison. Par le petit hublot, l'espace paraissait inchangé. Un vide noir constellé d'étoiles lointaines. Mais Ketara savait où elle se trouvait. Le système de navigation de la capsule indiquait sa position. Elle dérivait à travers la nébuleuse du murmure. D'autres espèces l'appelaient le cimetière. La nébuleuse regorgeait d'anciens champs de bataille, vestiges de guerres ancestrales. Des milliers de vaisseaux y avaient bon péri. Leurs eaux métalliques flottaient encore dans la poussière cosmique. Les radiations d'armes antiques rendaient l'espace dangereux. La plupart des espèces évitaient cet endroit. C'était le lieu idéal pour mourir dans l'oubli. Kitara tenta de rire, mais ne laissa échapper qu'une toux sèche. Bien sûr, sa capsule dériverait vers la partie la plus désertée de la galaxie. L'univers avait donc le sens de l'humour. Elle regarda la balise de détresse. Elle fonctionnait toujours, émettant son signal désespéré. Depuis 3 jours, elle appelait au secours. Depuis 3 jours, personne n'avait répondu. Personne ne viendrait. La partie logique de son esprit, celle façonnée par l'éducation Velnari, lui disait d'accepter ce fait. Elle devait cesser de gaspiller son énergie à espérer. Elle devait se préparer à la mort avec dignité. Mais une autre partie d'elle-même, une partie qu'elle n'avait jamais écoutée auparavant, refusait de se résigner. Cette partie était en colère. Elle s'insurgeait contre la cruauté de l'univers. Elle refusait de croire que la bonté fût impossible. Elle recommença à parler à l'enregistreur. Sa voix n'était plus qu'un murmure, mais elle continuait de parler. « 3e jour, dit-elle. Toujours en vie, toujours en colère. » Elle raconta à l'enregistreur l'histoire de son espèce. Les Velnari exploraient l'espace depuis plus de 1000 ans. Ils excellaient en mathématiques, en sciences et en ingénierie. Ils avaient construit les meilleurs ordinateurs de la galaxie. Ils concevaient les puces les plus rapides, mais ils étaient incapables d'être aimables. « Nous calculons tout, » murmura-t-elle. « La nourriture, l'eau, l'air, le carburant. Nous savons exactement combien coûte la survie de chaque personne. Nous savons précisément à partir de quel moment une personne devient trop coûteuse à sauver. » Son peuple en était fier. Il disait que cela les rendait intelligents. Il disait que cela assurait la pérennité de leur espèce. Les faibles mouraient pour que les forts puissent vivre. C'était logique. Mais si ce calcul était erroné, demanda-t-elle à la capsule vide. Et si prendre soin les uns des autres nous rendait plus forts et non plus faibles? Elle repensa aux histoires qu'elle avait entendues d'autres espèces. Les altérants partageaient parfois leur nourriture avec des étrangers. Les Chardai chantaient des chants de guérison pour des personnes qu'ils n'avaient jamais rencontrées. Même les Krekstar, peuple violent, avaient leur légende de guerriers morts pour protéger les autres. Mais ce n'étaient que des histoires. Dans la réalité, tout suivait les mêmes règles. La survie avant tout, la logique avant tout, et il fallait toujours évaluer le prix à payer avant d'aider. Son équipage avait respecté ces règles. Ils avaient calculé sa valeur et l'avaient jugée trop faible. Alors, ils l'avaient rejetée. La capsule trembla légèrement. Kitara crut d'abord à une hallucination, puis elle le sentit de nouveau. Il y avait un problème avec la gravité artificielle. Elle vérifia les systèmes d'alimentation. La batterie principale était presque à plat. Il lui restait peut-être 6 heures avant que tout ne s'arrête. 6 heures avant que le froid et les ténèbres ne l'engloutissent entier et à jamais. Elle devrait avoir peur. N'importe qui de sensé serait terrifié. Mais au contraire, elle ressentait une étrange paix. « Peut-être est-ce mieux ainsi, » dit-elle à l'enregistreur. « Peut-être que mourir seul est honnête. L'univers est froid et vide. Pourquoi devrais-je faire semblant qu'il se soucie de moi?
Mais même en prononçant ces mots, elle n'y croyait pas. Au plus profond d'elle-même, dans un lieu qui n'avait rien à voir avec la logique ou les mathématiques, elle gardait espoir. Elle espérait que quelque part dans la galaxie, des gens risqueraient leur vie pour sauver un inconnu. Elle espérait que la bonté existait vraiment. L'air devenait lourd et vicié. Chaque respiration était plus difficile que la précédente. La douleur à son bras cassé avait cessé. C'était sans doute mauvais signe. Elle se sentait engourdie, comme détachée de tout. Elle ferma les yeux et pensa à sa maison. Felnara Prime était un monde de cités d'argent et de tours de cristal. L'air y embaumait toujours les fleurs violettes qui poussaient dans les jardins flottants. Sa famille vivait dans une haute tour qui touchait les nuages. Mais même sur sa magnifique planète natale, les mathématiques restaient toujours froides. Les enfants apprenaient très tôt que les ressources n'étaient limitées. Ils apprenaient à ne partager que lorsque cela leur était profitable. Ils apprenaient que l'amour n'était qu'une réaction chimique qui, parfois, faisait obstacle aux bonnes décisions. Ketera avait cru à tout cela, jusqu'à présent. À présent, flottant dans l'obscurité entre les étoiles, elle comprit que la réaction chimique qu'on appelle l'amour était peut-être la chose la plus importante de l'univers. Non pas parce que c'était logique, mais parce que ce n'était pas logique. L'amour poussait les gens à faire des folies. Il les faisait risquer leur vie pour des inconnus. Il les poussait à donner à manger aux affamés, même quand ils avaient faim eux aussi. Il les faisait choisir la bonté plutôt que la survie. Peut-être valait-il mieux être stupide qu'intelligent. Les lumières de la capsule vacillèrent, puis s'éteignirent complètement. Elle était désormais plongée dans l'obscurité la plus totale. Seule sa respiration et les derniers murmures du système de survie parvenaient à l'obscurité. Elle ne voyait plus les étoiles. Elle ne voyait plus rien, mais elle sentait encore son cœur battre. Elle pouvait encore penser. Elle était encore en vie. « Si jamais quelqu'un trouve cet enregistrement, murmura-t-elle dans l'obscurité, souvenez-vous que j'ai choisi l'espoir plutôt que la logique. Souvenez-vous que j'ai cru en la bonté, même quand elle semblait impossible. » Hey. Ces mots se perdirent dans le silence. La capsule poursuivit son voyage solitaire à travers le cimetière de vaisseaux. Autour d'elle, les fantômes d'anciennes batailles veillaient, impassibles. Ketara ferma les yeux et tenta d'imaginer un univers où des inconnus s'entraidaient, où les espèces collaboraient au lieu de s'affronter, où l'amour triomphait des mathématiques. C'était un rêve magnifique. Elle décida de s'y accrocher tandis que les ténèbres l'envahissaient. Le temps s'écoulait étrangement dans la capsule morte. Les minutes semblaient des heures, les heures des secondes. Elle oscillait entre conscience et inconscience. Parfois, elle rêvait de son équipage. Dans ses rêves, il revenait la chercher. Il s'excusait. Il disait avoir commis une erreur. Mais elle se réveillait alors brutalement, confrontée à la dure réalité. Elle était seule. Elle avait toujours été seule. L'univers était fait de mathématiques, et les mathématiques se moquaient des rêves. L'air se raréfiait. Sa respiration devint superficielle et rapide. Son cœur peinait à pomper le sang dans son corps glacé. C'est ainsi que tout finirait, sans violence ni drame, juste la lente défaillance des systèmes, juste l'arrêt progressif de la vie. Elle était presque endormie lorsqu'elle entendit le son. D'abord, elle crut à son imagination, un effet secondaire du manque d'oxygène, mais le son se fit de nouveau entendre. Un bip, pas de ses systèmes de contrôle, de l'extérieur. Quelqu'un essayait de la contacter. Ketara ouvrit brusquement les yeux dans l'obscurité. Son cœur s'emballa. Le bip retentit une troisième fois, puis une quatrième. C'était impossible. Personne ne traversait la nébuleuse des murmures. Personne ne risquerait son vaisseau pour sauver une inconnue mourante. Le calcul était impossible. Mais le bip persistait, régulier et puissant. Quelqu'un était là-bas. Quelqu'un l'avait trouvé. Contre toute logique, contre toutes les lois implacables de l'univers,
Quelqu'un venait à la rescousse. La voix qui parvint du système de communication défaillant était différente de tout ce que Kitara avait jamais entendu. Vaisseau inconnu. Ici le capitaine Sarah Chen du vaisseau terrien Défiant Horizon. Nous avons détecté votre balise de détresse. Veuillez répondre si possible. Kitara fixa l'écran de communication, abasourdi. La voix parlait le standard galactique, mais avec un accent qu'elle ne reconnaissait pas. Les paroles étaient nettes, chaleureuses et empreintes d'inquiétude. La plupart des espèces parlaient d'un ton monocorde et sans émotion lorsqu'elles traitaient des affaires. Cette voix semblait sincèrement concernée, terrienne. Le mot mit un instant à faire son chemin dans son cerveau en manque d'oxygène. Humain, la plus récente espèce de la galaxie. Elle avait entendu parler d'eux, mais n'en avait jamais rencontré. La plupart des espèces établies considéraient les humains comme étranges et imprévisibles. Ils n'avaient ne maîtrisé le voyage supraluminique qu'il y a 50 ans. Leur technologie était rudimentaire comparée à celle des espèces qui parcouraient l'espace depuis des millénaires. Mais leur expansion était rapide, au prix de risques que des espèces plus rationnelles évitaient. Ketara tenta de répondre, mais sa gorge était trop sèche. Elle appuya sur le bouton de communication et émit un faible croassement. « Nous vous avons entendu », dit aussitôt la voix humaine. « Tenez bon, nous nous dirigeons vers votre capsule pour nous y amarrer. Tout va bien se passer. » Tout va bien se passer. Ce mot semblait impossible. Rien n'allait bien depuis des jours. Rien n'allait bien depuis que son équipage l'avait abandonné. Comment cet inconnu pouvait-il lui promettre que tout irait bien? Par le petit hublot, Ketara aperçut des lumières qui approchaient. Un vaisseau se dirigeait vers elle. Se déplaçant avec précaution à travers les dangereux champs de radiation de la nébuleuse du Murmure, le vaisseau était plus grand que son ancien vaisseau de recherche. Sa coque était peinte en blanc, avec des marques bleues. Elle paraissait propre et bien entretenue. Mais ce qui la choquait le plus, c'était sa présence même. Aucune espèce sensée ne risquerait un vaisseau aussi précieux pour sauver une inconnue mourante dans la partie la plus dangereuse de la galaxie. C'était incompréhensible. Vaisseau inconnu, quelle est votre espèce et votre état? Demanda la capitaine humaine. Ketera retrouva sa voix. Felnari, murmura-t-elle. Vous êtes en train de mourir. Votre assistance respiratoire est zessa défaillante. Bien reçu. Nous avons des fournitures médicales d'urgence et une infirmerie complète. Tenez bon. Vous serez à bord dans 5 minutes. En 5 minutes. Après 3 jours d'agonie, les secours n'étaient plus qu'à 5 minutes. Ketera se mit à trembler. Cette fois, ce n'était pas le froid qui la gênait, mais une sensation inédite. Un mélange d'espoir et d'incrédulité. Elle observa par le hublot le vaisseau humain se rapprocher. Le pilote était habile. Malgré les interférences radioactives et les débris flottants, le vaisseau se déplaçait avec aisance. Quiconque était aux commandes avait l'habitude des environnements dangereux. Un tube d'amarrage s'étendait du vaisseau principal et se connecta à sa capsule avec un bruit sourd. Les lumières de secours s'allumèrent automatiquement. Ketara entendit le sifflement de l'air entrant dans sa capsule. Un air pur et frais, sans aucune odeur de peur ni de défaillance. La porte de la capsule s'ouvrit. 2 humains en uniforme blanc, ornés de symboles médicaux, entrèrent en suspension dans le petit espace. L'une était une femme aux cheveux bruns courts et au regard doux. L'autre était un homme à la peau mate et aux mains délicates. « Bonjour », dit doucement la femme. « Je suis le docteur Amanda Torres. Voici le docteur Marcus Webb. Nous sommes là pour vous aider. » Ketara les fixa du regard. Ils étaient si différents de toutes les espèces qu'elle connaissait. Leur peau était douce et chaude, loin d'être écailleuse, cristalline ou velue. Leurs yeux, petits mais brillants d'intelligence, se mouvaient avec une grâce assurée en apesanteur. Mais ce qui l'étonna le plus, c'étaient leurs expressions. Ils semblaient inquiets pour elle, vraiment inquiets, comme si sa douleur les touchait personnellement. « Pouvez-vous bouger ?» demanda le docteur Webb.
Sa voix était aussi douce que ses mains. Bras cassé demanda le docteur Webb. Sa voix était aussi douce que ses mains. Bras cassé, parvint à dire Ketara. J'ai froid, j'ai du mal à respirer. On va s'occuper de tout, promit le docteur Torres. Elle sortit un petit appareil qui commença à scanner le corps de Ketara. Hypothermie modérée, déshydratation, malnutrition légère. Radius fracturé, mais en bonne voie de guérison. Vous allez vous en sortir. Ils la transférèrent avec précaution de la capsule au vaisseau. Le tube d'amarrage était chaud et bien aéré. Des équipements médicaux d'urgence tapissaient les parois. Tout était propre, organisé et conçu pour sauver des vies. Tandis qu'il l'emmenait dans l'infirmerie du vaisseau, Katera aperçut d'autres humains qui s'affairaient. Tous semblaient fort préoccupés par son état. Plusieurs d'entre eux lui sourirent. Non pas les sourires calculateurs auxquels elle était habituée chez les autres espèces, mais de véritables marques d'attention. L'infirmerie était unique en son genre. La plupart des vaisseaux étaient équipés d'ordinateurs médicaux rudimentaires, capables de traiter les blessures légères. Cette pièce regorgeait d'équipements de pointe conçus pour sauver des vies à tout prix. Les murs étaient couverts de provisions pour des dizaines d'espèces différentes. Comment saviez-vous qu'il fallait stocker des fournitures médicales pour les Velnari? Demanda-t-elle, tandis que le docteur Torres commençait à la soigner pour sa déshydratation. Nous avons des fournitures médicales pour toutes les espèces connues, expliqua le docteur Webb en examinant son bras cassé. Le capitaine Chen pense que lorsqu'on voyage dans l'espace, il faut être prêt à aider toute personne rencontrée. Cette affirmation n'avait aucun sens pour Ketara. Les fournitures médicales coûtaient cher. Stocker du matériel pour des espèces qu'on ne rencontrerait peut-être jamais était du gaspillage. Un capitaine censé n'emporterait que des provisions pour son propre équipage. Pourquoi? Demanda-t-elle. Les deux médecins échangèrent un regard. Parce que les gens ont parfois besoin d'aide, répondit le docteur Torres, comme si cela expliquait tout. Cela n'expliquait rien. Non pas pour quelqu'un élevé selon la logique Velnari, mais avant que Kitara ne puisse poser d'autres questions, le capitaine Chen entra dans l'infirmerie. La capitaine humaine était une femme de grande taille, aux cheveux gris et aux mouvements assurés. Son uniforme était impeccable et professionnel. Son visage était sérieux, mais pas froid. Lorsqu'elle regarda Kitara, son expression resta neutre et professionnelle. Son visage était sérieux, mais pas froid. Lorsqu'elle regarda Ketara, son expression était empreinte d'inquiétude. « Comment vous sentez-vous » demanda le capitaine Chen. Perplexe, Ketara répondit honnêtement. « Pourquoi m'avez-vous sauvé » Le capitaine Chen inclina la tête. « Je ne comprends pas la question. Mon sauvetage? Cela n'a aucun sens. Je ne suis qu'une personne. Vous avez risqué votre navire et votre équipage pour sauver une seule personne. Le coût est trop élevé. Le bénéfice est trop faible. Pourquoi avez-vous fait ça ?» Le capitaine s'assit sur une chaise près du lit médicalisé. « Vous aviez besoin d'aide. Nous pouvions vous aider. C'est aussi simple que cela. Mais les calculs... » « Quels calculs ?» Ketera tenta d'expliquer. « Le carburant pour me rejoindre, le risque pour votre vaisseau dû aux radiations, le temps perdu pour votre mission, le coût des fournitures médicales. Tout cela est exorbitant. Je ne peux pas vous rembourser. Me sauver ne rapporte rien. » Le capitaine Chen semblait sincèrement perplexe. « Nous ne vous avons pas sauvé par intérêt financier. Nous vous avons sauvé parce que c'était la chose à faire. » La chose à faire selon quels critères? Sans aucun calcul. Certaines choses sont justes, tout simplement. Sauver les personnes en difficulté en fait partie. Cette réponse donna mal à la tête à Ketera. On lui avait appris que tout pouvait être calculé. Chaque décision avait un coût et un avantage. Rien n'était simplement juste sans preuve mathématique. « Je ne comprends pas votre espèce, » dit-elle. Le capitaine Chen sourit. « C'est parfait. Vous aurez tout le temps d'apprendre. Nous vous emmenons à la gare Velnari, la plus proche. Le voyage durera 6 jours. » 6 jours? Ketera se redressa brusquement, puis le regretta aussitôt, prise de vertige. « C'est impossible.
Vous ne pouvez pas retarder votre mission de 6 jours, rien que pour moi. Pourquoi? Parce que retarder votre mission de 6 jours, rien que pour moi, en a le coût. Pourquoi pas? Parce que le coût, c'est 6 jours, dit calmement le capitaine Chen. Vous êtes en vie et en sécurité. Cela me semble un bon compromis. Le docteur Torres termina de soigner le bras de Kitara et recula. Vous devriez vous reposer maintenant. Votre corps a beaucoup souffert. Le sommeil vous aidera à guérir. Alors que les humains s'apprêtaient à quitter l'infirmerie, Kitara s'écria. Attendez, je dois savoir. Est-ce normal chez les humains? Aidez-vous toujours les étrangers? Le capitaine Chen s'arrêta à la porte. Nous essayons. Les autres espèces n'aident-elles pas les étrangers? Seulement quand cela leur est profitable. Seulement quand les calculs sont bons. Le capitaine semblait triste. Cela semble être une vie bien solitaire. Après le départ des humains, Ketara, allongé dans le lit médical confortable, tenta de comprendre ce qui s'était passé. Ces êtres étranges avaient risqué leur vie pour la sauver. Ils n'attendaient rien en retour. Ils semblaient sincèrement heureux qu'elle soit en vie. C'était la chose la plus illogique qu'elle ait jamais vécue. C'était aussi la plus merveilleuse. Pour la première fois depuis des jours, Ketara s'endormit sans crainte. Elle était en sécurité à bord d'un navire rempli de gens qui avaient choisi la bonté plutôt que les mathématiques. Elle commençait à comprendre que l'univers n'était peut-être pas aussi froid qu'on le lui avait appris. Peut-être existait-il quelque chose de plus précieux que la logique, après tout. Ketara s'éveilla au son d'une douce musique. Non pas les tonalités d'électroniques impersonnelles utilisées par la plupart des vaisseaux pour les alertes, mais de la vraie musique. Quelqu'un jouait d'un instrument à cordes quelque part à bord. La mélodie était douce et paisible. Elle la rassurait. Elle se redressa dans son lit médicalisé et regarda autour d'elle. On lui avait apporté des vêtements propres pendant son sommeil. Des vêtements Falnari, parfaitement adaptés à sa silhouette menue. Un plateau repas était également posé sur la table de chevet. L'odeur lui fit gargouiller l'estomac. « Bonjour » dit une voix depuis l'entrée. Le docteur Webb entra dans l'infirmerie, une tablette à la main. « Comment vous sentez-vous »« Mieux » répondit Ketara. Et c'était vrai. La chaleur, l'air pur et le lit moelleux lui avaient fait un bien fou. Son bras cassé la faisait encore souffrir, mais la douleur était désormais supportable. Merci pour les vêtements et la nourriture. Le capitaine Chen a demandé à l'ordinateur de vous confectionner des vêtements. La nourriture vient de notre cuisine. Le chef Rodriguez a préparé un repas spécial, adapté aux besoins alimentaires des Velnari. Kitara le fixa du regard. Votre capitaine m'a fait faire des vêtements sur mesure? Bien sûr. Vous ne pouviez pas porter vos vieux vêtements. Ils étaient abîmés et sales. Mais le coût énergétique de la fabrication de nouveaux vêtements, le docteur Webb parut perplexe. Cela coûte très peu d'énergie. Pourquoi cela importerait-il? C'était précisément ce genre de raisonnement qui déconcertait Kitara. Sur les vaisseaux Velnari, la confection de vêtements pour un étranger nécessitait l'approbation du comité d'allocation des ressources. Il fallait calculer le coût énergétique par rapport aux réserves du vaisseau. Des formulaires devaient être remplis et signés. Le capitaine Chen ne tient pas de registre de l'utilisation des ressources? Demanda-t-elle. Si, elle le fait. Mais fournir des vêtements et de la nourriture à une personne secourue est une pratique courante. Cela ne nécessite aucune autorisation spéciale. Ketara mangea pendant que le docteur Webb examinait ses constantes médicales. Le repas était simple mais délicieux, des céréales et des légumes préparés d'une façon qui lui rappelait son enfance. Quelqu'un avait fait des recherches sur la cuisine Velnari pour préparer ce plat. « Docteur Webb, dit-elle prudemment, puis-je vous poser une question personnelle? » Bien sûr. Pourquoi aidez-vous les gens? Qu'est-ce que vous y gagnez? La médecin humaine s'assit en face d'elle. J'éprouve la satisfaction de savoir que quelqu'un ne souffre plus. Je peux mettre mes compétences au service d'une cause utile. Je dors bien la nuit en sachant que j'ai fait le bon choix. Mais ce ne sont que des sentiments. Ils n'ont pas de valeur quantifiable. Qui a dit que les sentiments n'avaient aucune valeur? A demandé le docteur Webb. Le bonheur, la satisfaction, la tranquillité d'esprit.
Voilà ce qui donne un sens à la vie. On ne peut pas leur attribuer un prix, mais cela ne signifie pas qu'ils sont sans valeur. Cette idée était révolutionnaire pour Kitara. Son peuple mesurait tout en crédit, en ressources et en énergie dépensée. Il disposait de formules pour calculer la valeur du bonheur, mais uniquement en lien avec la productivité et l'efficacité. Et si aider les autres vous appauvrissait, demanda-t-elle, et si cela vous mettait en danger, le feriez-vous quand même? Le docteur Webb réfléchit un instant. Oui, je crois que je le ferais. Dans une certaine mesure, bien sûr. J'ai une famille à nourrir. Mais si je pouvais sauver une vie sans mettre la mienne en péril, je le ferais. Même si cette personne était une inconnue. Surtout si c'était une inconnue. On se soutient entre membres d'une même famille par obligation. Aider des inconnus est un choix. Cela en dit long sur votre personnalité. Après le départ du docteur Webb, Kitara parcourut lentement le vaisseau. Ses jambes étaient encore faibles, mais elle voulait en voir davantage de cet étrange navire. Elle voulait comprendre ces êtres impossibles. Le vaisseau était plus grand qu'il n'y paraissait de l'extérieur. Les couloirs étaient larges et bien éclairés. Les murs étaient peints de couleurs chaudes. Des œuvres d'art encadrées représentaient des paysages terrestres et des visages humains. L'atmosphère était accueillante et vivante. Elle découvrit la bibliothèque du vaisseau et passa des heures à lire des portraits de l'humanité. Ce qu'elle y apprit l'émerveilla. L'entraide entre humains est une longue tradition. Des organisations caritatives existaient uniquement pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Des lois obligeaient les médecins à soigner les patients, même insolvables. En temps de guerre, les soldats risquaient leur vie pour sauver les ennemis blessés. Ils avaient des règles, les conventions de Genève, qui protégeaient les prisonniers et les civils. Ils estimaient que certaines choses étaient plus importantes que la victoire. Plus elle lisait, plus elle était perplexe. Ce comportement était incohérent d'un point de vue évolutionniste. Les espèces qui gaspillent leurs ressources pour des étrangers auraient dû disparaître depuis longtemps. Or, les humains avaient non seulement survécu, mais ils avaient prospéré. Lecture intéressante, demanda le capitaine Chen en s'installant dans un fauteuil voisin. Lecture déroutante, répondit Ketara. Votre espèce ne devrait pas exister. Logiquement, vous auriez dû vous autodétruire par incompétence, rit le capitaine Chen. Peut-être sommes-nous plus efficaces que vous ne le pensez. Peut-être que s'entraider nous rend plus forts et non plus faibles. Comment cela peut-il être vrai? Les ressources dépensées pour les autres sont des ressources non dépensées pour soi-même. Vraiment. Lorsque les êtres humains s'entraident, nous créons des réseaux de coopération. Celui qui a aidé aujourd'hui sera peut-être celui qui aidera demain. Nous bâtissons la confiance et la loyauté. Nous créons des communautés capables de survivre à des épreuves qui anéantiraient les individus. Ketara n'y avait jamais pensé sous cet angle. Aider les autres, c'est donc investir dans son propre avenir? Parfois, mais pas toujours. Parfois, on aide des gens en sachant qu'on ne les reverra jamais. Parfois, on aide des gens qui ne peuvent rien nous rendre. On le fait parce que ça rend le monde meilleur. Ce n'est pas logique. Non, approuva le capitaine Chen. Ce n'est pas logique. C'est mieux que logique. C'est juste. Durant les jours suivants, Kitara a fait l'expérience de la bienveillance humaine de 1001 façons. Le chef Rodriguez lui a appris à cuisiner. L'ingénieur Kim lui a présenté les systèmes du vaisseau et lui a demandé son avis sur les améliorations à apporter. Le pilote Santos lui joua de la musique et lui raconta des histoires de son enfance sur Terre. Aucun de ces humains n'attendait quoi que ce soit en retour. Ils semblaient sincèrement heureux de la voir à bord. Ils la traitèrent comme une membre de la famille, bien qu'elle fût une étrangère d'une autre espèce. Le 4e jour, Ketara fit une découverte qui la bouleversa profondément. En consultant les journaux de bord, elle trouva le récit de son sauvetage. Le vaisseau The Defiant Horizon transportait des médicaments destinés à une colonie humaine ravagée par la peste. Ces médicaments étaient indispensables de toute urgence. Des gens mouraient en attendant leur arrivée. Mais lorsqu'ils ont détecté son signal de détresse,
le capitaine Chen a immédiatement ordonné au vaisseau de changer de cap. Ils avaient perdu 3 jours à la rejoindre. 3 jours durant lesquels les habitants de la colonie continuaient de souffrir et de mourir. Les humains avaient été choisis de sauver une étrangère mourante plutôt que de venir en aide à leur propre espèce. Ketara trouva le capitaine Chen sur la passerelle et la confronta à ce sujet. « Vous avez retardé l'acheminement des secours médicaux pour me sauver, dit-elle. Des membres de votre propre espèce sont morts parce que vous avez choisi de me sauver. Le capitaine Chen leva les yeux de son fauteuil de commandement. C'est exact. Comment pouvez-vous vivre avec une telle décision? Comment pouvez-vous choisir un étranger plutôt que les vôtres? Ces gens étaient malades, mais ils ne mourraient pas sur le coup. Vous mourriez sur le coup. Nous avons fait le choix de sauver la vie la plus menacée, mais c'était des humains. Je ne suis qu'un Velnari. Le capitaine Chen se fit sévère. Il n'y a rien de juste là-dedans. Tu es une personne. Ta vie a exactement la même valeur que celle de n'importe quel autre être humain. L'espèce n'a aucune importance quand quelqu'un a besoin d'aide. Ces mots frappèrent Kitara comme un coup de poing. De toute sa vie, personne n'avait jamais dit que sa vie valait celle d'un membre d'une espèce plus puissante. Les Velnari étaient certes utiles comme ingénieurs et scientifiques, mais les grandes puissances de la galaxie ne les considéraient pas comme égaux. « Tu le crois vraiment ?» murmura-t-elle. « Je le crois vraiment. Mon équipage aussi. La plupart des humains également. » Cette nuit-là, Kitara resta allongée dans son lit, songeant à tout ce qu'elle avait appris. Ces humains avaient une vision de l'univers totalement différente. Ils percevaient non pas la bonté comme une force, non comme une faiblesse. Ils considéraient l'aide aux autres comme un devoir moral, non comme une simple transaction commerciale. Plus étonnante encore, ils la voyaient Hunt comme leur égal, non comme un outil utile ou un fardeau à gérer, mais comme une personne dont la vie comptait. Pour une Velnari élevée dans le respect de la logique et de l'efficacité, ce fut une révélation qui changea tout. Peut-être l'univers n'était-il pas, après tout, une froide accumulation de mathématiques. Peut-être existait-il en son cœur quelque chose de chaleureux et de vivant. Peut-être les humains lui montraient-ils à quoi ressemblait cette chose. Le lendemain, ils atteindraient l'espace Velnari. Elle allait devoir choisir entre retourner auprès des siens ou rester avec ces humains étranges et merveilleux qui lui avaient sauvé la vie et ouvert son esprit à de nouvelles perspectives. C'était la décision la plus importante qu'elle ait jamais eu à prendre. Et pour la première fois de sa vie, elle allait la prendre avec son cœur plutôt qu'avec sa raison. La station spatiale Velnari était exactement comme Katara s'en souvenait. Les surfaces métalliques immaculées reflétaient la lumière des 2 soleils du système. Des formes géométriques parfaites étaient reliées par des couloirs rectilignes. Tout était efficace, logique et froid. Debout dans le hangar de l'horizon indomptable, voyant sa planète natale grandir sur l'écran, Katara eut l'impression de la découvrir pour la première fois. Après 6 jours passés avec les humains, la station paraissait stérile et inhospitalière. Prise de doute, Kitara, rejoignant Kitara à la fenêtre, demanda « J'ai beaucoup de pensées, toutes confuses. » Le capitaine humain se tenait silencieusement à ses côtés. Au cours de la semaine écoulée, Kitara avait constaté que les humains appréciaient le silence. Ils n'éprouvaient pas le besoin de meubler chaque instant de mots ou de calculs. Parfois, ils existaient simplement ensemble, dans un silence paisible. C'était une autre chose qui n'avait aucun sens logique, mais qui semblait parfaitement juste. « Capitaine, dit finalement Kitara, je dois vous dire quelque chose. Mon équipage ne m'a pas abandonné par accident. Ils ont choisi de me laisser mourir. Ils ont calculé que ma vie valait moins que leur fuite. Je sais, dit doucement le capitaine Chen. Comment le savez-vous? Nous avons intercepté leur communication lors de votre sauvetage. Nous avons tout entendu. Ketara se tourna vers elle. Vous les avez entendus m'abandonner et vous m'avez quand même sauvé. Bien sûr, ce qu'ils vous ont fait est injuste. Peu importe qu'ils soient de votre espèce ou qu'ils aient intu des raisons logiques.
Abandonner quelqu'un à la mort est toujours mal. Mais selon l'éthique Velnari, ils ont fait le bon choix, une vie pour 11. Les mathématiques sont implacables. Le capitaine Chen resta longtemps silencieuse. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était douce mais ferme. Les mathématiques peuvent vous indiquer comment construire un vaisseau ou naviguer dans l'espace. Mais elles ne peuvent pas vous apprendre à être une bonne personne. Certaines choses sont trop importantes pour les mathématiques. Le système de communication émit un signal sonore. Capitaine Chen, ici le contrôleur de la station Zexai, nous avons bien reçu votre demande de transfert du citoyen Velnari. Le quai d'amarrage 7 était prêt. Bien reçu, répondit le capitaine Chen. Elle se tourna vers Ketara. Êtes-vous prête? Ketara jeta un dernier coup d'œil autour du vaisseau humain. Ces 6 derniers jours, elle s'était sentie plus chez elle ici que jamais sur les vaisseaux Velnari. Les humains l'avaient traitée comme une membre de la famille. Ils lui avaient montré un autre mode de vie, un mode de vie fondé sur la bienveillance plutôt que sur le calcul. « Et si je ne veux pas partir ?» demanda-t-elle. Le capitaine Chen haussa les sourcils. « Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire, et si je voulais rester à bord de votre vaisseau, avec votre équipage, et si je voulais en apprendre davantage sur la condition humaine ? Vous voulez demander l'asile ?» Le mot sonnait étrange, mais juste, l'asile. Une protection contre la froide logique de son espèce d'origine. Oui, je crois. Le capitaine Chen sourit. Alors, nous serions honorés de vous compter parmi nous. Le docteur Webb m'a dit que vous étiez un ingénieur brillant. Nous aurions bien besoin de quelqu'un avec vos compétences, mais je ne suis pas humain. Je ne comprends pas entièrement votre façon de faire. Il n'est pas nécessaire d'être humain pour rejoindre notre équipage. Il suffit de croire que les gens doivent s'entraider. Je pense que vous y croyez déjà, acquiesça Kitara. Elle y croyait désormais. Les humains lui avaient point montré que la bonté n'était pas une faiblesse, mais la force la plus puissante de l'univers. La procédure d'amarrage commença. L'horizon, tel un défi, s'arrima sans encombre à la station Velnari. Mais au lieu de se préparer à partir, Ketara s'apprêtait à officialiser son choix. Le représentant de la station qui monta à bord n'était autre que le contrôleur Zexai en personne. C'était un vieux Velnari à la peau argentée et aux yeux fatigués. Ketara le connaissait depuis l'enfance. Il avait été un ami de son père. « Ketara, dit-il d'un ton formel, vous avez survécu à un incident malheureux. Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau. » « Merci, contrôleur, mais je ne rentre pas. » Les grands yeux de Zexai clignèrent lentement. « Je ne comprends pas. Je demande l'asile aux humains. Je veux rejoindre leur équipage. » Le contrôleur semblait sous le choc. Derrière lui, 2 autres fonctionnaires Velnari chuchotaient entre eux dans leur langue musicale. Ils étaient calculateurs, toujours calculateurs. « C'est tout à fait inhabituel, » dit Zexi. « Vous êtes citoyen de la République Velnari. Vous avez des obligations envers votre peuple. »« Mon peuple m'a abandonné à mon sort, » répondit Ketara. « Ils ont décidé que ma vie ne valait rien. Pourquoi devrais-je me sentir redevable envers eux ?» Parce que c'était le choix logique. La voix de Zexai s'éleva, trahissant sa frustration. Votre équipe de recherche était confrontée à une situation impossible. Ils ont choisi de sauver le plus grand nombre de vies. Vous devriez le comprendre mieux que quiconque. Je le comprends. Et je le rejette. Le capitaine Chen s'avança. La contrôleuse Zexai Kitara a le droit de demander l'asile en vertu du droit galactique. Elle n'est pas votre propriété. Ce n'est pas une propriété, mais elle est précieuse, déclara un autre responsable. Elle possède d'importantes connaissances en ingénierie. La perdre serait une erreur. Voilà, dit Kitara tristement. Même maintenant, tu me vois comme une ressource à exploiter, et non comme une personne avec des sentiments et des choix. Zexai parut sincèrement perplexe. Que serais-tu d'autre? Nous sommes tous des ressources. Nous avons tous de la valeur grâce à nos compétences et nos connaissances. C'est ainsi que fonctionnent les espèces civilisées. Non, affirma Kitara. C'est ainsi que fonctionne votre espèce, mais ce n'est pas la seule. Elle désigna les humains autour d'elle. Ces gens m'ont sauvé la vie non pas parce que j'avais de la valeur à leurs yeux,
mais parce que ma vie avait de la valeur en soi. Ils ont risqué leur vaisseau et retardé leur mission pour aider une inconnue. Ils ont dépensé des ressources pour moi en sachant qu'ils ne seraient jamais remboursés. C'est de l'inefficacité, c'est de la bonté. Et la bonté les rend plus forts, pas plus faibles. Zexai et les autres Velnari regardaient les humains avec une sorte de crainte. Ces êtres ne sont pas logiques. Ils prennent des décisions guidées par leurs émotions. Comment peuvent-ils fonctionner comme une société? Répondit le capitaine Chen. Nous fonctionnons très bien, merci. En 50 ans, l'humanité est passée d'une seule planète à plus de 200 colonies. Nous avons noué des alliances avec des dizaines d'espèces. Nous avons éradiqué la pauvreté et les maladies de nos mondes. Tout cela grâce à notre solidarité. Impossible. Une telle expansion rapide exige une gestion rigoureuse des ressources et une planification logique. Elle requiert confiance et coopération. Le capitaine Chen a corrigé. Quand on sait qu'on peut compter sur l'aide des autres, on est prêt à prendre des risques. On explore de nouveaux horizons et on expérimente de nouvelles idées. On travaille ensemble au lieu de se faire concurrence. Le docteur Webb se joignit à la conversation. Contrôleur, puis-je vous poser une question? Quand votre espèce a-t-elle réalisé sa dernière avancée majeure en matière de technologie ou de science? Zekshi réfléchit. Notre dernière avancée significative remonte à environ 200 ans. Pourquoi un tel délai entre les percées? Parce que la recherche de pointe coûte cher. Cela exige des ressources qui pourraient servir aux besoins immédiats. Le risque d'échec est trop élevé. Votre logique vous empêche donc de prendre les risques nécessaires au progrès, observa le docteur Webb. Vous êtes devenu si efficace que vous avez cessé de progresser. Ketara observa les visages de ses collaborateurs tandis qu'ils assimilaient cette idée. Elle les voyait calculer, chercher la faille dans le raisonnement des humains. Mais les chiffres étaient sans appel. Les Velnari étaient eux devenus tellement obsédés par l'efficacité qu'ils avaient perdu toute capacité d'innovation. « Je veux apprendre des humains, dit-elle. Je veux voir ce qui est possible quand on choisit la bienveillance plutôt que le calcul. » Zexai soupira. Si tel est votre choix, nous ne pouvons vous en empêcher. Mais souvenez-vous, vous serez toujours la bienvenue chez vous. Merci, mais je crois avoir trouvé ma véritable patrie. Les officiels Velnari quittèrent le vaisseau, l'air perplexe et troublé. Tandis que leur navette s'éloignait, Ketara sentit un poids s'envoler de ses épaules. Elle était libre, enfin, libre de choisir la bienveillance plutôt que la logique, libre d'aider autrui sans en calculer le prix. Le capitaine Chen posa une main sur son épaule. « Bienvenue à bord, ingénieur Ketara. »« Merci, capitaine, mais j'ai une question. Pourquoi les humains agissent-ils ainsi? Pourquoi aide-t-on les autres même au péril de sa propre vie ?» Le capitaine Chen réfléchit un instant. « Parce que nous croyons que chaque personne compte. Parce que nous savons que l'univers peut être cruel et froid. Et nous voulons le rendre un peu plus chaleureux. Parce qu'aider les autres, c'est ainsi que nous devenons la meilleure version de nous-mêmes. » Elle marqua une pause, le regard perdu dans les étoiles. « Et parce qu'un jour, nous pourrions être ceux qui auront besoin d'aide. Nous aspirons à vivre dans un univers où des inconnus se soucient les uns des autres. Le seul moyen d'y parvenir est d'être nous-mêmes des personnes bienveillantes. » Tandis que l'horizon rebelle se détachait de la station et reprenait la route de l'espace, Ketara ressentit une paix nouvelle. Elle commençait à comprendre que les humains avaient retrouvé ce que son peuple avait perdu. Ils avaient découvert le secret de la véritable force. Il ne s'agissait pas de posséder les meilleures armes, ni les systèmes les plus performants, mais de prendre soin les uns des autres. Il s'agissait de choisir l'amour plutôt que la peur, la bienveillance plutôt que le calcul, l'espoir plutôt que la logique. L'univers était vaste, froid et rempli de dangers. Mais il abritait aussi des êtres comme les humains qui refusaient de laisser le froid triompher. Ils portaient en eux chaleur et lumière. Ils sauvèrent des inconnus, aidèrent leurs ennemis et privilégièrent toute la coopération à la compétition. Kitara avait été abandonnée par les siens et laissée pour morte dans l'obscurité interstellaire. Mais elle avait été recueillie par des êtres qui croyaient en la valeur de chaque vie. Des êtres qui prouvèrent que la bonté était non seulement possible, mais puissante.
Elle était prête à consacrer le reste de sa vie à apprendre à devenir une telle personne. Elle était prête à aider les humains à prouver à la galaxie qu'une vie meilleure était possible. L'horizon défiant bascula en hyperespace, emportant son nouveau membre d'équipage vers un avenir radieux. Derrière eux, la station Velnari rapetissait peu à peu jusqu'à disparaître complètement. Katara ne se retourna pas. Elle était trop occupée à se projeter dans les aventures qui l'attendaient.